Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouvel événement. Est-il encore le moment d'investir est-ce encore le moment d'investir dans l'immobilier? Pour parler de ce sujet, j'ai invité Monsieur Stéphane Sonneville, CEO de la société cotée Athénor. Avant de commencer, je voulais vous remercier, Monsieur Sonneville, d'avoir accepté si gentiment notre invitation et vous remercier également chacun d'entre vous qui nous suivez à la maison ou de votre bureau, ou même peut-être de votre bureau à la maison. Donc cette conférence sera divisée en deux parties. La première partie sera consacrée à Athénor. Après une brève introduction de ma part, je laisserai la parole à Monsieur Sonneville qui nous parlera de sa société pendant 10 minutes. C'est un exercice difficile de se limiter à 10 minutes, d'être concis, mais en tant que CEO d'une entreprise cotée, vous avez l'habitude de réaliser des choses difficiles et d'être mis sous pression. Donc, je suis Voilà. certain que vous allez réussir cette mission avec brio. Ce sera donc l'occasion pour tous ceux qui ne la connaissent pas encore de découvrir cette belle société cotée sur Euronext Bruxelles, dont la capitalisation boursière ce matin dépasse les 415 millions d'euros et qui détient un portefeuille de 1,27 million de mètres carrés, dont 40 millions de mètres carrés dans notre pays en Belgique. La deuxième partie de la conférence sera consacrée de manière plus générale à l'évolution du marché immobilier, car M. Sonneville, en plus d'être depuis plus de 15 ans le CEO d'Athénor, est également vice-président de l'Union des professionnels de l'immobilier, UPSI. Vous êtes donc tout à fait au fait pour nous dire ce qui se passe dans ce secteur et vous nous livrerez vos impressions sur l'évolution de ce marché passionnant. À tout moment, vous qui nous suivez, vous pouvez poser une question en cliquant sur le bouton Lever la main qui se trouve en bas de votre écran sur les PC, je pense. Donc, nous allons commencer par parler d'Athénor, que nos clients chez Goldwasser Exchange connaissent bien, puisque c'est une action qui est régulièrement traitée. Et avant de laisser la parole à M. Sonneville, j'aimerais donner 3 points marquants sur cette action Athénor. Je vais prendre ma petite présentation que vous devrez voir si tout va bien. Voilà, j'espère que vous la voyez. Le premier point, on va s'intéresser à l'action Athénor sur le long terme. Comme vous le savez, en bourse, il faut regarder toujours sur le long terme. Et lorsqu'on compare la performance d'Athénor sur 10 ans par rapport au Bel 20, on voit que quand même Athénor a presque doublé, l'action Athénor a presque doublé en 10 ans, alors que le Bel 20 a progressé d'un peu moins de 30%. Et on voit que c'est surtout en 2018 que la tendance a commencé à s'accélérer et ça coïncide avec le moment, M. Sonneville en parlera bien mieux que moi, où Athénor a commencé à se développer à l'international. Et donc ça, ce sera intéressant de l'écouter, M. Sonneville, par rapport à ce point. Alors, bon, c'est bien de regarder les choses sur le long terme, mais il faut aussi regarder, j'essaye de passer au slide suivant, voilà, c'est le problème du technique du direct, pardon. Et donc, lorsqu'on s'intéresse aussi au court terme, au début, à cette année, qui est une année particulière, l'action Athénor a perdu aux alentours de 11% et demi depuis le début de l'année, ce qui est quand même nettement mieux que d'autres acteurs belges du secteur. Je pense à Befimo, Lease Invest ou Retail Estate, qui ont perdu plus ou moins 30% de leur valeur cette année. Donc évidemment, les acteurs comme Befimo qui sont actifs, très fort actifs dans l'immobilier de bureau, sont les acteurs qui souffrent le plus. Mais à l'inverse, si vous regardez la courbe jaune, par exemple, les sociétés actives dans l'entreposage ou l'immobilier logistique affichent des performances pour le moins remarquables cette année. Et parmi ces acteurs, on retrouve VGP, qui est l'action immobilière belge qui affiche la meilleure performance cette année puisqu'elle a progressé de plus ou moins 35% depuis le 1er janvier, mais d'autres acteurs actifs dans ce secteur particulier de l'immobilier comme Montea ou Warrose Depot ont également signé des performances remarquables et donc ces acteurs profitent évidemment pleinement du boom du commerce en ligne puisque certaines d'entre elles louent des entrepôts à des géants comme Amazon. Et pour terminer, avant de laisser la parole à M. Sonneville, j'aimerais dire un petit mot sur les dividendes d'Athénor, puisque c'est une action qui est également recherchée pour son dividende qui est en constante
augmentation ces dernières années. Le dernier dividende payé pour l'exercice 2019 s'est élevé à 2,31 euros. Et si le même dividende devait être payé pour l'exercice 2020, ça peut-être M. Sonneville nous dira ce qu'il en est par rapport au dividende. Eh bien, sur base du cours actuel de l'action Athénor aux alentours de 58 euros, ça représente un rendement sur dividende de 4% brut. Et voilà, même si nous, on est des spécialistes des obligations, 4% brut pour une action de qualité dans un secteur globalement défensif comme l'immobilier, ça commence à devenir intéressant. Pour vous donner une petite comparaison, si vous cherchez le même type de rendement avec des obligations, évidemment les obligations et les actions sont deux produits tout à fait différents, mais pour vous donner une idée, pour avoir du 4% en euros en obligations aujourd'hui, il faut déjà descendre bien bas dans la catégorie high yield, aller avec des double B, hein, je pense notamment à une ThyssenKrupp noté WB- 2024 ou Intrum 2024 qui vont vous donner du 4%. Mais là, on est déjà en obligataire avec des sociétés qui ont des profils financiers nettement moins solides qu'un groupe comme Athénor. Voilà, la parole est à présent à vous, Monsieur Sonneville, et on vous écoute. Bien, d'abord bonjour à tous et je me réjouis qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent à l'immobilier. C'est toujours extrêmement positif. Alors, la manipulation que je dois faire est un... Ah, je ne peux pas encore partager l'écran, Monsieur Goldwasser, donc il faut me Voilà, je laisser. pense que c'est bon Voilà. maintenant. Ce sont les aléas du direct. Est-ce qu'on voit mon écran? Pas encore, mais là, normalement, vous pouvez le partager. Ok, alors je vais refaire la manipulation. On avait pourtant bien répété. Voilà, ça va aller. Maintenant, ça va aller. Hop. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, mais je voudrais d'abord réagir à chaud à vos premiers commentaires qui sont très inspirants. Vous avez dit que les taux sont désespérément bas. Il est clair que pour l'immobilier, je m'en réjouis chaque jour parce que c'est un facteur de base très positif. Vous avez donné des commentaires à très court terme sur l'évolution des marchés. Et je le comprends, sachez que je ne regarde pas au jour le jour le cours de l'action Athénor parce que je me place résolument dans une optique à long terme et c'est indispensable dans l'immobilier. Et puis, quand vous avez cité les sociétés qui performent le mieux, ne serait-ce qu'aujourd'hui, même en bourse, et qui performent le moins bien, eh bien, il est important de noter que c'est pour des raisons particulières. Il y a sans doute des effets géographiques et des raisons de secteur, mais il y a aussi des raisons, et c'est celle-là qui prime à mon avis, des raisons propres aux entreprises quand vous pensez à Galapagos ou quand vous pensez à Warehouse de Pau ou même à ING. Et donc, merci. Merci de me donner l'occasion pendant 10 petites minutes de parler d'Athénor parce que au-delà du secteur dont nous allons parler, je crois que chaque entreprise a des caractéristiques propres sur lesquelles une décision d'investissement devrait prévaloir. Alors, pour vous parler d'Athénor, et je mets même mon chronomètre pendant 10 minutes, pas plus, j'ai pris la question toute simple qui pourrait intéresser vos participants au webinaire, c'est pourquoi investir chez Athénor, et pour cela, j'ai choisi 4 arguments solide, je pense, c'est la stratégie en tant que promoteur immobilier, la manière dont on exerce notre métier, notre track record qui est quand même un indicateur puisque c'est la même équipe qui a réalisé ce track record. Effectivement, nous avons lancé un plan de croissance internationale et il est important d'expliquer où nous en sommes et de parler des prévisions qui peut-être est-ce surprenant ou choquant, mais qui sont tout à fait excellentes à court et à long terme. Et je dois expliquer pourquoi. Alors, sans aller trop dans le détail, mais je tiens quand même à bien faire la différence avec des entreprises que vous avez citées comme les SICAFI, enfin comme les grands propriétaires. En ce qui nous concerne, nous créons de la valeur à travers un cycle où nous apportons de la compétence à chaque étape. Ainsi, notre métier est passé d'un produit obsolète à un produit qui répond à une demande.
Par exemple, comme nous avons racheté un immeuble qui était déficitaire dans le quartier Léopold et nous l'avons transformé en un ensemble mixte de logements et de bureaux qui sont aujourd'hui les logements tous vendus et les bureaux loués à la Commission européenne. Ça, c'est notre métier. Et nous l'exerçons, notre métier, uniquement dans les villes. Nous sommes bien contre l'étalement urbain. Les villes, c'est là que se jouent tous les enjeux de notre humanité, les changements climatiques, l'évolution sociologique. On va sans doute parler tout à l'heure du télétravail, les évolutions techniques, les PropTech, notamment comment elles s'insèrent dans notre activité. Et toutes ces évolutions créent des obsolescence. Et donc, pour nous, l'obsolescence, en tant que promoteur urbain, ce sont des sources d'opportunités. Alors que pour un grand propriétaire foncier, ou en tout cas comme une compagnie d'assurance, ces évolutions sont donc une source de soucis puisqu'elles vieillissent, elles font vieillir prématurément leur portefeuille immobilier. Il faut bien faire la différence et bien comprendre ce qu'est notre métier à nous. Et d'ailleurs, pour bien mettre en avant cette réflexion que nous avons, comment déterminer un immeuble qui sera performant dans 3-4 ans, le temps qu'il arrive sur le marché. Nous avons à l'intérieur d'Athénor un think tank où justement nous étudions avec des groupes industriels, avec des professeurs d'université, avec des architectes internationaux, ces différentes tendances. Et c'est ce qui nous permet d'être qualifiés à certains moments de précurseurs ou d'avant-gardistes ou de visionnaires en tout cas. C'est cette capacité à mettre sur le marché des produits qui répondent à une demande. Voilà en ce qui concerne notre savoir-faire et notre stratégie de base. Notre track record, nous avons en 20 ans mis sur le marché une cinquantaine d'immeubles dont certains sont bien connus à Bruxelles. Nous avons commencé notre activité à Bruxelles, mais depuis quelques années, nous avons mis sur le marché des projets à Luxembourg, bien sûr, à Budapest, à Bucarest. Mais nous avons effectivement une compétence particulière dans le quartier européen à Bruxelles. Nous venons donc de louer de One et nous sommes aujourd'hui en négociation pour livrer à la Commission européenne le centre de conférence, le nouveau centre de conférence qui sera assurément un immeuble remarquable et très visité au niveau européen. Et nous pensons que cette capacité à conclure ces négociations ne se retrouve pas encore dans le cours de bourse. Ça, c'est sûr. Alors voilà ce qui va se passer à l'avenir. Vous voyez que maintenant nous avons des immeubles à point de vue architectural extrêmement bien léchés. Ce sont des futurs projets que nous allons mettre sur le marché. Dites-vous bien que tous ces immeubles répondent à une demande justement évolutive, heureusement évolutive et exigeante. Et ça, c'est toute la compétence qui limite effectivement l'entrée dans ce segment de marché où nous sommes actifs. Alors, parlons aussi de notre track record au niveau financier. Vous en avez vous-même parlé, donc je ne vais pas insister. Il faut juste savoir que l'évolution du cours de bourse, elle repose en fait sur une évolution de résultats et donc sur quelque chose de bien concret et simplement pas une anticipation. Alors, donc, encore un mot, je vous parlais tout à l'heure que chaque entreprise a ses mérites propres et certaines fonctionnent bien. Avec ce slide, je veux insister sur le fait qu'à la fois le management, les administrateurs et l'actionnariat est bien aligné. Et c'est essentiel pour mener une politique de croissance. Alors justement, ce plan de croissance, l'objectif est 2022. Nous avons commencé en 2017, donc objectif fin 2022. La première chose, c'était évidemment d'accroître la marge et comment? En étendant le territoire. Étendre le territoire en première approche, c'est multiplier les opportunités quand tout va bien et c'est diversifier les risques quand il y a une crise, mais c'est surtout faciliter et raccourcir les procédures par rapport à notre track record qui était essentiellement à Bruxelles où les procédures sont devenues extrêmement complexes. Et puis, évidemment, derrière cette évolution, il y a l'intention
bien de créer une entreprise au niveau international. Au niveau international, nous sommes donc actuellement présents dans 9 pays, je dirais plutôt 2 régions européennes avec des comportements économiques et sociologiques complètement différents, l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest. Vous savez que le Covid a révélé que l'Europe était plutôt 4 que 28. Il y a l'Europe, la Scandinavie, l'Europe du Sud, il y a l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest. Nous sommes, nous, présents dans 2 régions et très heureux de l'être car effectivement, il y a un bon équilibre en fonction des comportements, des références et du dynamisme économique. Juste un graphique pour vous montrer que nous sommes en avance sur le plan que nous nous sommes fixés. Nous nous sommes en avance en quels termes? Eh bien, si on regarde les chiffres, tout d'abord en termes de taille de portefeuille. Il y a un effet portefeuille. Nous nous étions fixés une croissance de 50% du portefeuille. Nous l'avons déjà plus que doublé. Et un autre effet très important, c'est la durée, donc la réduction de la durée d'un projet. Alors là aussi, nous nous sommes fixés un objectif de la réduire de 25% et ce faisant, en ayant augmenté le portefeuille essentiellement en Europe centrale ou dans des projets ciblés, nous avons grandement réduit la durée de projet et vous le verrez dans un instant, ce n'est pas sans effet sur nos prévisions. Quand même, quelques chiffres pour être plus précis. Les 80 millions de marge brute sont tout à fait atteignables. Ça débouche sur un résultat net de 50 millions. Si on considère un price earning de 12, ce qui n'est absolument pas exagéré dans notre activité sur la bourse actuellement, on arrive à une valeur d'entreprise de 600 millions. C'est juste 50% de croissance par rapport à la valeur actuelle. Donc, je pense qu'il y a vraiment un potentiel de croissance et vous comprendrez que c'est bien là tout l'enjeu de ce plan de croissance. Alors, parlons-en des prévisions. Et je vous disais que la réduction de la durée des projets a un impact direct sur nos prévisions puisque dès 2021, nous obtiendrons des autorisations de construire pour une partie très importante. Et quand vous obtenez une autorisation de construire, c'est à partir de ce moment-là qu'on génère les résultats. Et donc, je suis extrêmement positif. Les pointillés sont les politiques d'acquisition que nous menons actuellement qui viendront renforcer le portefeuille à terme. Bien sûr, les prévisions comportent aussi, et vous l'avez dit, une partie importante de dividendes. Et j'ai fait rajouter dans les premiers slides l'année 2021-2022. Pourquoi? Parce que en tant qu'investisseur, je suis moi-même donc actionnaire d'Athénor, je trouve cela formidable de savoir avec une quasi totale certitude que début mai 2021, début mai 2022 et même 2023, je recevrai un dividende d'au moins 2,31, voire au moins 2,42 euros. C'est un confort extraordinaire en termes d'investisseurs et ça fait partie des prévisions pour Athénor. Alors, bien sûr, il y a une crise essentiellement sanitaire qui a des impacts à très court terme sur la forte baisse des marchés bureaux et éventuellement certains retards dans les permis de construire, essentiellement à Bruxelles. Mais à long terme, eh bien, les facteurs sont porteurs puisque, comme je l'ai dit, les évolutions fondamentales de notre société créent de l'obsolescence qui alimente nos activités. Les faibles taux d'intérêt soutiennent l'immobilier en général et l'immobilier s'est positionné dans les portefeuilles des investisseurs de plus en plus comme une valeur sûre et même les investisseurs institutionnels. Mais voyez-vous, au niveau d'Athénor, nous préparons les résultats sur 2-3 ans. Et donc, nous avons eu la chance en 2018-2019 de préparer les résultats, si bien que l'année 2020 s'annonce très bien et que l'année 2021, comme je le dis à mes collaborateurs, ne se terminera que dans 15 mois, ce qui nous laisse encore tout à fait le temps de générer des résultats. Et donc, nous sommes dans une situation quand même exceptionnelle. Si la crise financière de 2010, 2008, 9, 10 a duré 2 ans, 3 ans, cette crise sanitaire, on le sent, on le lit, on le voit partout,
n'aura que des effets à court terme et donc va nous permettre de passer au-delà en termes de résultats pour Athéna. Alors voilà, nous parlerons de l'impact Covid sans doute tout à l'heure pour me permettre de clôturer dans les 10 minutes imparties. Il est clair qu'à court terme, nous avons d'excellentes prévisions, qu'en termes financiers, le dividende est là et la possibilité d'une plus-value sur titre est réelle, comme je viens de vous l'expliquer, et que donc sur le long terme, les fondamentaux de l'immobilier sont bons, la compétence est là, et nous sommes en train de créer un groupe de niveau européen qui est unique puisque les acteurs majeurs sont français et allemands et sont centrés sur leur propre pays. Il n'y a à ce jour aucun promoteur immobilier qui est présent dans 9 pays. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Monsieur Sonneville, merci pour ce brillant exposé. D'une part, c'était très intéressant et en plus, vous avez réussi à limiter le temps à 10 minutes. Donc, félicitations, Voilà. c'était très intéressant. Donc maintenant, moi j'ai quelques questions à vous poser, mais vous pouvez aussi, chacun d'entre vous qui nous suivez de chez vous, poser des questions en levant la main sur votre écran. Je pense que c'est en bas de l'écran et nous sommes intéressés par écouter vos questions ou même vos commentaires si vous avez des commentaires à formuler. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Sonneville, c'est finalement pour un groupe comme Athénor qui est assez fort actif, une grosse partie de son activité est liée à l'activité professionnelle, commerciale. Comment vous mesurez finalement l'impact du Covid en termes d'habitude de travail, du télétravail? Comment cette nouvelle donne ou pas cette nouvelle donne influence vos prévisions? Oui. Alors, c'est vraiment la question centrale puisque 75% de nos activités, c'est du bureau. Et donc, la question est légitime et elle intéresse tout le secteur. Tout d'abord, j'aime bien commencer la réponse par une circonvolution en disant que il y a 3 ans, tout le monde me parlait du coworking et m'expliquait que mon métier allait disparaître parce que le coworking allait tout envahir et que finalement aujourd'hui Athénor se porte beaucoup mieux que WeWork. Ça veut simplement dire que quand on est au cœur d'une crise, comme on l'est encore aujourd'hui, il faut éviter de tirer des conclusions définitives et radicales. On est depuis 6 mois dans une crise sanitaire et on sent que les choses bougent. Il est intéressant de voir que tous les agents immobiliers ont fait des sondages, parce qu'en fait, ils n'avaient que ça à faire, on fait des sondages tous les mois, toutes les semaines, dans tous les pays, au niveau du téléworking, et on voit entre avril et septembre que les choses ont radicalement évolué dans les opinions. Si le téléworking au mois d'avril était comme une renaissance et presque la voie idéale pour le bonheur, on a commencé à voir poindre les inconvénients du téléworking au fur et à mesure des mois et des semaines. Aujourd'hui, on a bien conscience de toutes les limites du téléworking. Je ne vais pas toutes les citer, mais ça va de l'anecdote où hier, je lisais une étude comme quoi le téléworking entraînait des maux de dos puisque les personnes chez elles étaient moins bien installées qu'au bureau. Donc ça, c'est vraiment l'anecdote. Plus important, 46% des ménages à Bruxelles sont des personnes seules. Et donc, il ne faut pas oublier le lien, le tissu social que peut représenter le travail au bureau pour beaucoup de personnes. Donc, pour revenir au téléworking, il est clair que ce n'est pas une révolution. Le téléworking existait précédemment et aujourd'hui a été accéléré. Mais je vais donc parler d'une évolution et pas d'une révolution. Chez Athénor, on avait vu venir cette évolution et donc dans notre métier, nous ne sommes pas surpris. Ce que je peux dire également, c'est que il est évident que tous les sondages et tous les micro-trottoirs qui ont été faits au sujet du téléworking se sont toujours adressés à l'entièreté du personnel et pas uniquement au CIO.
depuis le mois d'avril, j'ai fait un peu le compte, j'ai parlé à peu près 150 CIO, notamment mes locataires, car j'en ai, des locataires potentiels, 150 CIO ou dirigeants d'entreprise ou cadres dirigeants. Et tous me disaient que le téléworking était vraiment un grand souci pour mobiliser les forces d'une entreprise. En fait, une entreprise génère des activités, génère des idées, mais a besoin de se renouveler tout le temps. Et pour se renouveler, il faut qu'il y ait une créativité, une co-création, une interaction entre les personnes. Alors, on peut vivre en téléworking pendant 6 mois parce qu'on vit un peu comme en roue libre en termes de créativité avec ce qu'on a créé il y a plusieurs mois. Mais dans les mois qui vont venir, il va y avoir vraiment un besoin à ce niveau-là. Donc, on entend de plus en plus les messages qui disent de revenir au bureau. En termes de communication également, il est essentiel de ramener ces troupes au bureau. Alors, je vais dire en conclusion 2 choses. Il est évident, par contre, que le téléworking, comme le coworking d'ailleurs, sont de nouveaux outils pour faire fonctionner son entreprise. Et que ces outils vont devoir être utilisés, vont pouvoir être utilisés intelligemment pour favoriser l'efficacité collective, puisqu'effectivement, le téléworking, dans la bouche de certains, favorise l'efficacité individuelle. Mais en fait, ce qui intéresse un dirigeant d'entreprise et ses actionnaires, c'est l'efficacité collective. Et donc, l'objectif d'un CEO, c'est de favoriser l'efficacité de son entreprise sur le plan collectif. Donc, il faut utiliser le téléworking pour ce qu'il est de bon, pour ce qu'il apporte, et ne pas en faire une nouvelle culture d'entreprise fondamentale. Donc, ce que ça va changer, alors pour mon métier, d'abord, ça va créer de l'obsolescence parce que beaucoup de bureaux ne sont plus adaptés. Il va y avoir beaucoup d'aménagements au niveau des aménagements intérieurs. Plus de salles de réunion, plus de technologie, plus de PropTech dans l'utilisation des bureaux. Quelqu'un qui vient au bureau, il ne viendra simplement plus pour s'asseoir à son bureau et faire ce qu'il pourrait faire à la maison. Il viendra pour une plus grande interactivité, pour des métiers, des tâches beaucoup plus ciblées. Et d'implémenter ces nouvelles activités, cette nouvelle disposition, ce ne sera pas possible dans tous les bureaux. Ce qui va se passer, peut-être je me trompe, mais il y aura un impact limité sur la quantité de bureaux. Et même si je me trompe, ce n'est pas très grave pour mon métier. Pourquoi? Parce que avec les tendances de base qui sont l'évolution environnementale, l'évolution aussi des problèmes de mobilité, eh bien, une entreprise qui a aujourd'hui 3000 mètres carrés et qui se dit avec le téléworking, les new way of working, je n'ai plus besoin que de 2000 mètres carrés, va se reloger. Et il va évidemment se reloger dans un immeuble qui présentera des caractéristiques environnementales et technologiques plus favorables. Et c'est justement mon métier. Donc, je n'ai jamais eu 80% du marché. Par contre, j'ai toujours bien loué et vendu les bureaux qu'on développait parce que justement, ils répondaient à une demande. Donc, croyez-moi ou pas, mais le Covid est pour le promoteur que nous sommes plutôt une opportunité. On traverse pour l'instant 6 mois dans lesquels il y a une incertitude économique qui fait que les directeurs financiers prennent un petit peu plus de pouvoir dans les entreprises et freinent les coûts. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui une décision intelligente que de dire on va déménager. Dès que l'activité va reprendre, et on sent qu'elle va reprendre, la question du changement des bureaux va s'imposer pour être dans des bureaux plus adaptés. Et donc, je vois ce redémarrage au cours du 2e trimestre au plus tard de l'année prochaine. Donc, voilà, j'ai pris plusieurs minutes, mais j'espère que j'ai répondu complètement à votre Tout à fait. interrogation. Merci pour cette réponse. Donc voilà, il nous reste encore quelques minutes avant la fin de cet événement parce qu'on aimerait tenir le timing et finir à 11 heures
40. Donc, je vais encore vous poser peut-être un peu plus brièvement une autre question. Euh, Quelles sont, selon vous, les caractéristiques du marché immobilier belge? Est-ce qu'il y a encore de la valeur dans ce marché? On a vu qu'Athénor s'est bien diversifié à l'international. Est-ce que vous continuez à regarder des opportunités sur ce marché ou voilà, c'est votre sentiment par Oui, rapport à ça? alors, très important, et ça vaut pour tous les pays dans lesquels nous sommes, on ne peut plus parler d'un marché globalement. Le marché se segmentarise de plus en plus. Vous voyez effectivement les entreprises qui ont bien fonctionné en bourse, VGP, WDP, Edifica, elles sont dans un secteur extrêmement ciblé, à la fois en point de vue fonctionnel et à la fois au point de vue géographique. Ce sont deux éléments importants et il faut en tenir compte si vous voulez investir. Vous voulez alors en plus rajouter les particularités du management et vous aurez, à mon avis, les bons critères pour investir dans l'immobilier à travers des entreprises. En termes de marché lui-même, eh bien, on a vu, il faut tenir compte aussi des impacts politiques, par exemple. On a vu au cours de 2019 que le take-up dans toute la Belgique en termes de bureaux était pour la première fois depuis plus de 10 ans, ou depuis, historiquement je pense, supérieur au take-up de la région bruxelloise. Ça, c'est un mouvement de fond important et qui suit en fait une évolution politique. Donc il faut toujours s'intéresser aux fondamentaux politiques. Nous, quand on investit dans un projet résidentiel, on se préoccupe de savoir quelle est la politique de la ville en termes immobiliers. Donc, je dirais qu'investir dans un appartement à Bruxelles ou ailleurs peut être une bonne ou une mauvaise chose. Il faut toujours s'intéresser à la perspective que ça peut donner. J'invite tous vos investisseurs à aller au-delà du rendement immédiat que peut procurer un loyer, mais de vraiment savoir ce que deviendra l'environnement économique et politique et social autour, dans le quartier autour duquel l'investissement est fait. On voit donc que les marchés de bureaux ont très bien fonctionné en province en Belgique. On voit que la logistique en Belgique est quand même relativement bloquée et c'est bien pour ça que des entreprises extrêmement performantes sur la logistique investissent à l'étranger, ou EDP en Roumanie, VGP en Hollande, ou Warehouse Depot également dans d'autres pays. Donc, il est vraiment au niveau logistique, voilà, les circonstances politiques belges limitent ces investissements. En termes de bureaux, il faut bien savoir que le quartier européen reste un moteur fondamental pour le pays et que donc investir dans du bureau dans le quartier Léopold est assurément une bonne chose, sauf que il faut savoir qu'au niveau politique, à Bruxelles, le pouvoir est maintenant clairement partagé entre les socialistes et les écologistes et que les écologistes sont dans une logique de décroissance. Donc voilà, c'est une donnée. Je n'ai pas d'opinion aussi, j'ai des opinions politiques, mais je ne le dirai pas ici. Mais il faut savoir que c'est dans une logique de décroissance. Donc, à nouveau, une analyse plus fine pour savoir s'il faut investir ou pas. Ce qui va se passer assurément en Belgique, c'est que le marché à la location va continuer à se développer et que il faut assurément, le marché à la location dans le résidentiel, on peut prêter attention. En ce qui concerne, et c'est une opinion personnelle, le marché des maisons de repos, personnellement, à long terme, je n'y crois pas. Donc, ça veut dire que ces entreprises fonctionnent bien parce qu'elles bénéficient de beaux long termes, mais que sociologiquement, je crois que l'avenir des maisons de repos est sociologiquement intenable. On l'a vu d'ailleurs au moment de la crise. Et que donc, voilà, personnellement, je n'investis pas dans ce secteur
qui subira une forte correction un jour ou l'autre. Et pour Voilà cette réponse, quelques impressions. très bien. Donc, je vais permettre à vous de poser maintenant une question avant qu'on conclue. Je vais aussi lancer un petit sondage auquel vous pouvez participer. Donc, je vais donner la parole à Yanni qui a une question à nous poser. Bonjour Yanni. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend, très Oui. bien. Bonjour avant tout. Merci avant tout pour cette conférence. J'ai une petite question pour Monsieur Sonneville. Parmi les 9 pays où vous êtes présent, lequel présente selon vous le plus grand potentiel de croissance et pourquoi? Alors, si je devais n'en choisir qu'un, je dirais certainement aujourd'hui la Pologne. Pourquoi? D'abord, la taille du pays. C'est important. Deuxièmement, le fait que le pays n'est pas hyper centralisé. Les villes secondaires sont extrêmement importantes. Troisièmement, au niveau sociologique, vous avez une pyramide des âges de la population active très jeune. Vous avez également, par rapport à la génération précédente, un taux de formation nettement plus élevé. Ça veut dire que voilà une génération, je parle entre 20 et 30 ans, qui a la perspective d'avoir un avenir meilleur que ce qu'a été la vie de leurs parents, ce qui n'est pas toujours le cas en Europe de l'Ouest. Et encore un critère, c'est que en dépit de ce dynamisme et de ce niveau de formation, les salaires restent encore inférieurs. Et donc, à la fois au niveau résidentiel, pourquoi pas logistique, et au niveau des bureaux, il y a un dynamisme assez incroyable. Et au niveau de l'administration, il y a aujourd'hui encore, ça reste relativement simple. Ce n'est pas du tout n'importe quoi. Il y a des règles, il y a des procédures, mais ça reste compréhensible et atteignable. Et in fine, les investisseurs étrangers sont bien reçus. Donc, je ne vois pas de protectionnisme. Voilà pour répondre. Maintenant, je vais vous dire que je ne voudrais pas être uniquement en Pologne. Je crois vraiment aux vertus de la diversification et chaque pays a ses vertus propres. Chaque pays dans lequel nous sommes, assurément, et peut-être encore d'autres, ont leurs vertus propres. Voilà, le marché de Paris est le plus grand marché européen, c'est attirant. L'Allemagne a une stabilité incroyable. Le Portugal a un potentiel incroyable également. Le Luxembourg a une compétitivité très dure, mais en même temps des fondamentaux qui traversent toutes les crises. Voilà, je pourrais continuer à vous citer tous les pays qui sont devenus, mais c'est comme un peu un papa avec ses enfants. Je les aime tous pour ce qu'ils sont. Okay. Ben, merci. Je vais vous poser encore une toute dernière question avant de conclure. Donc, on voit quand même que ça fait plus de 12 ans maintenant qu'on a une politique monétaire, enfin des politiques monétaires en Europe, aux États-Unis, ultra accommodantes, avec des taux d'intérêt extrêmement faibles. Et la faiblesse de ces taux d'intérêt a évidemment profité très fort aux actions, à la bourse, mais également à l'immobilier, qui est un secteur où aussi il y a une grosse partie qui est financée par de l'endettement. Et donc là, c'est un peu une question plutôt sur l'avenir. Est-ce que de la même manière que pour la bourse, est-ce qu'on ne doit pas s'attendre finalement à un moment où ce système, où on met tellement, il y a tellement d'injections massives de capitaux dans le marché, est-ce que, tout comme on pourrait le craindre pour la bourse, est-ce que vous n'entrevoyez pas à un moment, une grosse correction du marché de l'immobilier? Qui serait dû à une hausse des taux d'intérêt? Oui, ou une hausse des taux Alors, d'intérêt, oui. au niveau d'Athénor, déjà, on se prémunit contre cela grâce à une diversification des sources de financement et une diversification des échéances.
Donc une hausse de taux d'intérêt ne viendrait pas d'un coup nous impacter, mais nous permet de gérer. Et ça, c'est au niveau d'Athénor. Au niveau macroéconomique, j'ai l'œil rivé sur les États, car les États sont beaucoup plus endettés qu'Athénor et que donc ils ne peuvent pas se permettre une hausse des taux. On recherche un peu d'inflation parce que c'est la seule chose qui permettra de diminuer l'endettement des États, mais au niveau macroéconomique, avec le faible taux de croissance qu'on a et avec le haut taux d'endettement des pays, je pense que on n'est pas prêt de revenir vers une hausse des taux d'intérêt. Aucun pays ne peut se le permettre. Ça créerait assurément de nouveaux déficits et donc avec une déstructuration au niveau social, ce qui est inimaginable. Et donc, pour ces raisons, je crois qu'on a encore de nombreuses années devant nous de taux bas. Et donc, en immobilier, nous en profitons pour faire l'effet de levier, évidemment. Bien. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Sonneville d'avoir accepté encore une fois cette invitation. C'était un grand plaisir pour nous de vous accueillir. Je vous remercie aussi tous d'être venus. Et ce qui est assez particulier dans cette conférence, c'est que le nombre de participants n'a pas baissé pendant toute la conférence. Donc, c'est un signe quand même que les spectateurs ont été intéressés. Hein. On était plus de 40 personnes à vous écouter. Voilà, nous allons continuer cette série de conférences bientôt avec un nouveau thème et nous espérons que ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée sur les marchés financiers et dans votre vie personnelle et à très bientôt. Au revoir, Monsieur Sonneville. Merci à tous. Au revoir. Bientôt. À bientôt.